On repart les amis, on repart sur notre débat. Alors, crise automobile. Donc on a eu, comme à chaque fois, le 31 décembre, enfin le 1er janvier, les chiffres donc de l'automobile en France, c'est quand même très spectaculaire. Donc 1,6 million de véhicules immatriculés contre 2 millions avant le Covid. Je crois que le patron du CCFA, du Comité des constructeurs français d'automobiles, dit c'est une configuration de marché jamais vue peut-être depuis 40 ans, historique. Donc déjà ce chiffre-là, 1,6 million de véhicules immatriculés, 10% de voitures électriques, 8,5% de hybrides, encore 21% de diesel. Ça m'a surpris. Voilà. En France. Ouais, c'est en France. On était à plus de 50% il y a 5 ans. Ouais. Donc la tendance, elle est quand même... D'accord, mais il y a encore des gars qui achètent du diesel, quoi. Voilà. C'est un grand débat, ça, parce que... excuse-moi. Vas-y, Émeric, vas-y. Je sais que c'est... Non, je ne suis pas grand spécialiste, mais je sais que le diesel, qui était l'alpha et l'oméga, on jurait en France que par le diesel il y a 10 ans, est devenu la chose à bannir. Or, pour moi, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et le diesel a certes un certain nombre de défauts, mais qui ont été largement gommés par les filtres, parce que le problème du diesel, c'était les particules fines, en particulier en ville, évidemment, et surtout pour les petits trajets, parce qu'elles sont dégagées, enfin, désolé d'être un peu technique ou long, mais elles sont dégagées sur les petits trajets. Donc effectivement, la Clio, pour emmener les enfants à l'école avec un moteur diesel, c'est une aberration totale. En revanche, le diesel, et c'est vieux comme le monde, émet beaucoup moins de CO2. Et pour tous ces véhicules lourds, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a beaucoup de SUV, eh bien le diesel ne résout pas le problème, mais est moins nocif que l'essence. Sauf qu'il y a une partie de diesel, à mes yeux, ce n'est pas... Sauf qu'il va plus y avoir de recherche sur les moteurs diesel. C'était notamment Peugeot qui était très très fort sur le diesel. Là, ils ont, à mon avis, abandonné complètement toute recherche sur le diesel. Enfin oui, ils sont en conversion totale. Et donc tout va se jouer. Et donc, même sur l'essence, le marché va s'éteindre, quoi. Le moteur thermique, en général, on est un petit peu au bout. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, le moteur thermique, il progresse plus. Il progresse plus parce qu'on a empêché les comptes. Oui, mais parce que c'est les choix qu'on a fait. C'est le choix technique, l'architecture technique. On ne pourra pas faire une voiture thermique qui consomme 1,1 litre au 100. C'est pas possible. T'en sais rien. Souviens-toi de Montebourg lançant avec, je crois que c'était déjà Tavares à l'époque, ou Carlos Ghosn, l'idée d'un moteur, en tout cas à 2 litres au 100, d'un moteur thermique à 2 litres au 100. Il y a 30 ans. Et il y a une voiture qui a été... Non, c'est pas il y a 30 ans, Montebourg, c'est avec Hollande, c'était il y a 10 ans. Non, ça c'était il y a 10 ans. Mais la voiture à 2 litres au 100, c'était il y a 30 ans. Et il y a un modèle Volkswagen qui s'appelle la Lupo, qui est un tout petit modèle, TDI, diesel, et qui consommait 2 litres au 100. Alors 3 litres au 100, pas 2, mais 3 litres, véridique. Sauf que cette voiture n'a jamais eu de succès, elle était hyper légère, mal finie, pas de vitre électrique, sécurité minimum. Donc, quand je dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible d'avoir à la fois des véhicules plus confortables, mieux équipés, plus sûrs, donc plus lourds, et par ailleurs qui émettent moins de CO2 avec le moteur thermique. Enfin, moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller vers l'électrique de plus en plus, et que c'est entre guillemets là-dessus. Oui, ça prendra du temps. Toyota encore l'a dit la semaine dernière. On est obligé de le faire, d'aller vers l'électrique, comme le dit Julie, à cause des normes. Mais Toyota continue à dire que c'est trop brutal et que c'est peut-être pas le bon choix. Ça, c'est possible. Ça, je suis d'accord. Mon point est de dire qu'il n'y a pas de sujet, à mon avis, à long terme. Il faut aller vers l'électrique. Après, à la marge, on peut avoir quelques camions dans certaines zones, mais globalement, le parc doit être à l'électrique, à une seule condition, que l'électricité produite, évidemment, soit d'origine verte. Parce que on en revient toujours à ce problème. Faire circuler une Tesla en Allemagne avec des centrales à charbon, ça n'a aucun sens. Et c'est un des grands problèmes de tout le débat sur le climat aujourd'hui. C'est qu'il y a des avancées qui sont positives, mais en même temps, il y a des aberrations qui continuent. Et il faut... Alors, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué, mais il faut vraiment penser les choses globalement. Mais la voiture électrique a énormément progressé en 10 ans. C'est phénoménal. Et je pense qu'il y aura encore, pour le coup, beaucoup de progrès. Mais est-ce qu'on ne va pas plus vite que, justement, ce que peut absorber le consommateur? C'est-à-dire, on dit sur cette chute du marché en France, très spectaculaire, on dit globalement problème d'offre, la crise des semi-conducteurs, il n'y a pas de nouveaux modèles, tout ce qu'on a raconté. Est-ce que c'est pas plus profond que ça? Et c'est un consommateur totalement déboussolé, qui, c'est quand même un achat cher aujourd'hui, et qui va attendre, et risque d'attendre un bon moment. C'est sûr qu'il y a encore aujourd'hui un problème de prix évident, parce que les voitures électriques, sans même parler des Tesla
S à 80 ou 100 000 euros, où là on parle d'une micro-niche, mais même les véhicules électriques, j'allais dire de milieu de gamme, sont très chers aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de véhicule électrique capable de transporter une famille avec une autonomie supérieure à 150 km, quelque chose à moins de 35 000, 40 000 euros. Donc c'est extrêmement cher. Ça a beaucoup baissé. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais les spécialistes de l'électrique disent que ça va continuer à baisser de manière très très forte au cours des prochaines années. Et puis je rappellerai aussi que c'est une mutation majeure. L'automobile, ça fait depuis un siècle. Il y a eu des progrès, évidemment, mais depuis 30 ou 40 ans, il n'y en a pas eu tant que ça sur l'automobile thermique. Je le répète, il n'y a pas eu vraiment d'avancée. On est au tout début du véhicule électrique de masse. Il va y avoir beaucoup de progrès. Et bien sûr que c'est cher. Mais ça a toujours été cher, la voiture. Et dans les années 50-60, alors à un moment où la population commençait à avoir des voitures de manière large, ça représentait même une toute petite voiture, 2 ou 3 ans de salaire. Donc ça a toujours été cher, la voiture. Donc là, il y a un petit saut avec l'électrique. 50-60 à la limite, laissons ça de côté. Le chiffre, c'est sur les 10 dernières années, le prix moyen, et c'est pas forcément l'électrique, le prix moyen, c'est plus 7 000 euros. Sur les 10 dernières années, tu es dans une... Il n'y a pas d'inflation, c'est plus 7 000 euros. Donc c'est poids des normes, etc., les SUV, machin, tout ça. Donc oui, c'est de plus en plus cher. C'est vrai, non, c'est de plus en plus cher. Mais aussi, si on regarde le parc automobile, il est globalement, les voitures sont plus grandes, plus hautes, plus lourdes, les SUV plus puissants. Parce que le consommateur, effectivement, c'est cher, je ne conteste pas ça, mais le consommateur veut des produits plus agréables, plus performants, etc., etc. Donc il y a une hausse de prix, mais ce n'est pas un produit identique. Et ça, les équipementiers qu'on connaît bien le savent, parce que quand un nouveau modèle est créé, il y a plus de contenu technologique, il y a plus d'aide à la conduite, il y a plus d'électronique, il y a plus de GPS, etc., plus d'options. Et donc c'est plus cher. Mais une fois que le modèle est sorti pour une durée de 4 ans à 6 ans, chaque année, les prix payés à l'équipementier baissent de 2 à 4%. C'est beaucoup. Donc il y a cet investissement initial, mais ensuite, par véhicule unitaire, ça baisse. Et là, on a une grande marche à passer parce que tout est nouveau dans l'électrique. Ouais. Mais franchement, je pense que moi, j'y crois et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative, et pas seulement dans les grandes villes, mais beaucoup plus largement. Là, je parle de 20 à 30 ans. Quoi. Et juste pour finir, et je vous donne la parole à Julie et Philippe, Dacia est quand même la première marque en France aujourd'hui. Voilà, ça y est, c'est fait. Qui l'eût cru quand même? Qui l'eût cru? C'est un truc de... Mais les véhicules la proposition est je sais. très bonne. Et ça reste vrai, puisque tu connais bien Renault, ça reste vrai, c'est... c'est rentable par ailleurs. Voilà, c'est même le plus rentable de l'ensemble de la gamme de Renault. C'est extrêmement intelligent, parce que je pense que dans l'automobile, c'est toujours pareil. Il ne faut pas être au cœur de gamme, où il y a une lutte absolument féroce et personne gagne de l'argent. Il faut soit être dans le premium. Il y a des gens qui aiment la voiture. Il y a des gens qui sont capables, soit qui ont les moyens, soit qui sont capables de dépenser beaucoup, parce que ça leur plaît, parce que c'est luxueux, c'est un petit peu... voilà. Et puis, il y a beaucoup de gens, la voiture, ils n'en ont rien à faire. C'est polluant, c'est une source de coûts. Et par contre, ils en ont besoin. Et donc, il faut un produit qui soit le plus simple possible, qui soit sûr, qui soit aux normes. Et c'est exactement Dacia. Et je trouve que c'est très intelligent qu'on a un généraliste d'avoir créé cette plus qu'une niche maintenant. Et c'est vraiment une stratégie couronnée de succès et à juste titre. Le seul regret, c'est ce que dit Jérôme Fourquet, c'est la voiture des classes moyennes françaises, mais c'est une voiture qu'on est incapable de produire en France. Ouais. Qui est quand même le symbole aussi ça aurait été encore plus formidable si on avait réussi à trouver une équation économique dans laquelle on arrivait quand même à la produire en France, cette voiture. C'était impossible, ça reste impossible. Ouais. Et c'est vrai que la Dacia électrique, elle est 100% chinoise. Même les pneus sont chinois. C'est quand même assez spectaculaire. Sinon, Julie, sur cette crise automobile, comment est-ce que tu la vois? Moi, je crois que c'est un changement structurel profond. Absolument. C'est vrai que c'est le double choc à la fois sur l'offre et la demande. D'un côté, effectivement, la difficulté à produire, à livrer la supply chain, etc. Et effectivement, les consommateurs, moi, je pense qu'on le vit tous. C'est-à-dire qu'entre on va se déplacer différemment, le télétravail, les injonctions, les bonus, les malus, qu'est-ce qu'il faut acheter, l'évolution des modèles qui effectivement c'est quand même un peu dur de s'y retrouver aussi quand on se dit savoir ce qu'on a acheté. Et je pense qu'en fait il y a effectivement une phase qui pour le coup peut-être conjoncturelle, de dire en fait aujourd'hui je voudrais de l'électrique mais je suis pas équipé. Enfin bref, on a tous dans des équations où on se dit je vais aller sur l'occasion et puis je vais prendre un modèle en attendant parce qu'effectivement le prix est trop significatif pour s'engager, pour se dire qu'on a fait un mauvais choix. Et c'est vrai que
dit les contraintes aujourd'hui sur la circulation en ville, le fait de, si on rachète un diesel, les 21% qui achètent du diesel, mais moi je dis ma voiture elle vaudra plus rien. Mais c'est ça, c'est le... Et ça c'est ce qu'on entendait c'est ça, le il sujet. y a 5 ans, et ça je connais bien le sujet parce que nous sommes actionnaires chez Sycomore d'ALD. ALD qui est un des principaux loueurs, enfin pas loueurs, pardon, qui vend des flottes, qui gère les flottes des entreprises. Et typiquement, les contrats... ALD, c'est Société Générale ? C'est exactement, ouais, c'est ça. la Société Générale qui a été cotée en bourse, je pense, il y a 5 ans maintenant. À l'époque, il y avait dans le mix à peu près 50% de diesel. Ça retranscrit le mix général. Et les contrats sont typiquement de 4 ans. Et la grande inquiétude du marché, c'était de se dire, mais le diesel, personne n'en voudra. Ce qui veut dire qu'ALD récupère les véhicules et ne pourra pas les vendre. Et c'est là où ça illustre l'impossibilité, et je suis très modeste là-dessus, de faire des prévisions. ALD a fait sa meilleure année historique en 2021, avec des profits absolument phénoménaux sur la vente de véhicules d'occasion. On en a parlé, on sait que l'occasion s'est envolée pour plein de raisons. Et en particulier sur les moteurs diesel. Donc à 25 ans, je suis d'accord, je pense qu'à 5 ans, la personne qui habite en province et qui fait beaucoup de kilomètres continuera à rouler en diesel, mais en diesel moderne. Donc je ne dis pas que c'est fabuleux, mais c'est franchement moins, à mon avis, de manière objective. Il n'y a aucun lobby là derrière, c'est de manière objective pour des longs trajets, c'est pas aberrant aujourd'hui. Vivre ces chocs conjoncturels quand même massifs au moment où ils sont en train de... Enfin, tous les constructeurs doivent complètement transformer leur outil industriel. On voyait au CES aussi la part du logiciel marqué qui va représenter la moitié de la valeur de la voiture, sans doute à court terme. C'est vrai que vivre ces transitions-là dans un contexte économique aussi volatile, aussi complexe et violent, c'est vrai que c'est le worst case scénario, quoi. Philippe, je ne t'oublie pas. Plusieurs réflexions. Moi, la question, c'est est-ce que l'automobile fait toujours rêver, comme il l'a fait par le passé ? Moi, je trouve le marché américain extrêmement intéressant de ce point de vue-là. C'est le pays de la voiture. Et on voit bien que, un peu comme en France, le marché de l'occasion a explosé littéralement en 2021 pour les mêmes raisons que celles qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire l'interrogation sur le modèle qui sera pertinent, qu'est-ce qu'on n'achète pas, etc. Donc il y a une interrogation, me semble-t-il. Chacun a une vision probablement assez différente de ce que doit être l'automobile aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, va changer assez vite, qui est la situation qui fait que depuis plusieurs années maintenant, les véhicules s'alourdissent année après année et s'empâtent aussi année après année. Ça n'est absolument pas compatible avec la transition énergétique. Et donc, si effectivement l'objectif est d'être en phase avec la transition énergétique, il va falloir alléger très fortement ces véhicules pour que effectivement on ait une capacité à les utiliser avec une énergie électrique de façon efficace et durable, qu'on puisse faire un peu plus de 150 km avec un véhicule qui soit bon marché. Donc là, il va y avoir une transformation probablement du marché automobile et qui va prendre le revers de ce qu'on a observé ces dernières années. Et je pense qu'il va falloir penser l'automobile de façon très différente. Ça ne sera, à mon sens, plus un objet aussi fantasmé qu'il l'a été. Et donc, on est dans cette situation où chacun s'interroge. Parce que, comme tu le disais, le prix de l'automobile, c'est très cher. Et on a tous aujourd'hui le sentiment que l'automobile a changé de statut dans notre pensée collective, dans notre culture collective. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre au cours des prochaines années. Carlos Ghosn, que j'aime à citer régulièrement d'ailleurs, me l'avait dit il y a un bon moment. Il avait dit ma concurrence à moi, c'est oui, d'accord, les autres automobiles, mais c'est surtout
lui, il disait Apple, mais Apple le téléphone. C'est-à-dire les choix que font les jeunes gens dans leurs dépenses, ne serait-ce qu'entre passer le permis de conduire, par exemple, s'ils sont dans des grandes villes aujourd'hui, et puis s'acheter un nouveau téléphone, enfin bref, faire autre chose de leur argent. Il avait la prescience que là, il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans nos pays développés. Il continue à dire qu'attention, il faut aller voir comment est-ce qu'on achète une voiture en Inde, disait-il, et ils ont encore de la lumière dans les yeux. Non, ce que tu disais, Philippe, me fait penser juste une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Louis Gallois, nommé président d'Airbus. Je m'en souviens parce qu'il habite à côté de chez moi, à Clamart. Et Louis Gallois, un gars d'une simplicité absolument incroyable, avait refusé l'énorme bagnole allemande qui était la voiture de fonction du patron d'Airbus, en disant le problème, c'est qu'elle ne passe pas dans ma rue à Clamart. L'avenue Marguerite Renaudin, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Clamart. Voilà, et effectivement, c'était la prise de conscience qu'il y avait un décalage entre ce qui était en train de devenir l'automobile et puis ce qu'on en faisait concrètement. C'est voilà. Tout à fait le même profil que Carlos Ghosn. Hein. C'est pas tout à fait le même profil que Carlos Ghosn. Ah, ça, c'est sûr qu'on est tombé de haut, Aymeric. Hein. Oui, toi comme moi. Bon, c'est bien, on a fait le tour avec ça. Alors, je vous ai demandé, comme à chaque fois, je prévois trop de choses, une bonne résolution et une crainte particulière. Allez, vas-y. Je croyais qu'on allait parler des fusions-acquisitions. Ouais, mais... Dommage. Non, mais on va avoir le temps. On va vite avec ça et puis on parle des fusacs. Oui, en plus, je l'ai lancé en sommaire, donc il faut en parler. Tu as une bonne résolution et une crainte particulière. Bonne résolution ou espoir? Moi, j'en ai vraiment une chose qui me paraît majeure. C'est qu'on a passé un cap collectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur la nécessité de faire des choses pour le climat, que ce soit au niveau des gouvernements, des entreprises, et tout le monde est d'accord. Et ça, c'est bien, au moins les mentalités ont changé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait. Et ça, je trouve ça désolant, que ce soit rien, je caricature un petit peu, mais que ce soit les États, les entreprises, on est au tout début du chemin. Pour parler des États, alors, c'était good cop, bad cop, je crois. Ouais. Bon, ça tombe bien, parce que justement, je voulais parler de la COP. Vas-y. Et la COP 21, dans le G20, il n'y a aucun État qui a tenu ses engagements. Aucun. Il y en a qui s'en sont un tout petit peu approchés, comme le Royaume-Uni, mais aucun dans le G20. Donc aujourd'hui, je pense que ma résolution, mon espoir, c'est que les ambitions ne soient pas que des mots, mais des actes. Alors peut-être faut-il avoir des ambitions plus modestes, à la fois pour les États, mais aussi pour les entreprises. Quand je vois, on en avait déjà parlé ensemble, le nombre de plans 2050, moi ça commence à me gaver les plans 2050. Tu veux les plans 2030, toi? Je veux un plan 2025, peut-être qui paraît peu ambitieux, mais qui soit appliqué et applicable. Ouais. Et 2030, c'est ça vraiment mon souhait. Ouais. Je voyais que j'ai lu les prévisions d'émissions de CO2 pour 2022. En 2021, déjà, hop, c'est reparti à la hausse. Le 2020, c'était le trou économique. On va des records de consommation de charbon, notamment. Exactement. On va être, selon les prévisions d'organismes très sérieux, au mieux à moins 0,4. Oui, mais on te dira normalement, que ça dépend pas de nous. 4. Donc ça sera dans cette fourchette-là. Donc ça va être en hausse. Oui, mais c'est pas chez nous que ça se passe, Aymeric, c'est ce qu'on te répondra. Oui, d'accord. C'est en Chine que ça se passe, c'est en Indonésie que ça se passe, c'est en Inde que ça se passe. Et globalement, on a signé des engagements collectivement, tous les pays qui ont signé, et pour les tenir, il faudrait que les émissions baissent de 5 à 7% par an. Or, on est encore sur plus quelque chose. Alors, je ne jette la pierre à personne, mais c'est ça vraiment mon souhait. Julie? Moi, Oui, je sens que tu étais sûr que tu... Voilà. Non, mais on devait parler aussi de l'Europe, de la taxonomie, etc., du projet de la présidence française de l'Europe. Et pour moi, c'est effectivement autour des enjeux de taxe carbone. Si on arrivait à faire avancer ce dossier-là, qui est éminemment complexe, éminemment politique, ultra difficile à faire, mais alors là, ça serait vraiment pour moi mon bon vœu pour 2022. Tu crois que ça peut être un levier important? Donc les ambitions pour la présidence française, disons-le d'un mot, c'est sur les secteurs de l'acier, de l'aluminium, des engrais et du ciment. Voilà. Moi, je pense que tu penses que ça peut être un levier? En tout cas, voilà un projet concret qui rassemble, sur lesquels les États peuvent travailler ensemble. L'Europe peut arriver à une décision où on se dirait vraiment, voilà, à quoi sert l'Europe? Si elle ne servait qu'à ça, ça serait déjà un énorme succès. Moi, j'ai eu autour de cette table des industriels qui te disent
Moi, elle me fait peur, cette taxe carbone, parce que 80% de ma production est exportée. Et si on se met, nous, à mettre des barrières, on s'en prendra en face. Et voilà, enfin, le truc est raconté de manière angélique. Quand tu discutes avec des industriels, et moi-même j'ai été très surpris, je pensais qu'ils allaient applaudir dès demain, justement, pour la fin de distorsion de concurrence. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ah bah oui, mais il faut trouver, enfin, pour le coup, Oui, non, mais tu vois, on ne peut pas ne rester à rien faire, c'est impossible. Philippe ? Moi, je continue sur la même lancée que mes deux co-intervenants. J'avais cette question avec une vraie problématique. Quand on lit le programme européen de la présidence française pour les 6 prochains mois, il y a une introduction avec des grands thèmes. Pas une ne parle du climat. Bah si, la taxe carbone aux frontières, Philippe, la taxe carbone. Non, pas dans les types, pas dans l'introduction avec un grand nombre de thèmes. C'est pas une thématique. La question climatique n'est pas une thématique sur les 6 prochains mois. Oui, mais parce que le paquet climat, il est adopté, parce que la Commission européenne a une logique très claire là-dessus, parce que les objectifs sont fixés. Enfin, je me demande si tu fais pas un mauvais procès là. Et je n'ai pas entendu dans les vœux du président des questions climatiques le 31 janvier au soir. Donc il y a une vraie question qui est posée, et qu'on a tendance à repousser. Et je pense que les questions de taxe carbone, on s'était fixé un horizon à 2025, on va attendre 2025, et parce que c'est quelque chose de très contraignant et que personne n'a envie d'être celui qui apportera les difficultés dans l'environnement immédiat de chacun d'entre nous. Donc cette question climatique, on en a parlé au moment de la COP26 à Glasgow. Depuis, ça a été quand même bien allégé dans toutes les discussions qu'il y a pu avoir sur la discussion un peu générale, la question climatique. On en parle de temps en temps, mais pas plus que ça. On en parle parce qu'il fait chaud, là maintenant, mais on ne prend pas beaucoup de mesures. Donc là, moi, je trouve que on rentre dans une dynamique qui n'est pas sereine, je trouve. Et effectivement, les plans à 2050, qui n'ont comme objectif que de dire on trouvera bien une solution d'ici 2050 pour être neutre carbone, mais en attendant, on continue de faire comme on faisait avant. Et donc là-dessus, il y a une vraie responsabilité des États sur ces questions, et je trouve que les États sont un peu timides, voire largement trop timides sur ces questions. Bon, je vous trouve très sévère. Alors, je me permets et puis on va comme ça, on va avoir le temps de parler des FUSAC, de renvoyer à l'émission très intéressante qu'on a faite avant Noël, avec Bouygues, Elis et le leader européen des data centers dont j'ai oublié le nom. Enfin, les transformations que sont en train de faire les entreprises, ça va nous amener au FUSAC d'ailleurs, sont mais vraiment intenses, profondes. Enfin, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Alors je voudrais peut-être effectivement nuancer ce que je viens de dire, mais globalement, la photo, c'est qu'il y a beaucoup plus de paroles que d'actes. Ça, je le maintiens. Même du côté des entreprises, Même Aymeric. du côté des entreprises. Et du côté des entreprises, il y a certaines entreprises qui, effectivement, sont engagées dans un changement réel, et qui n'est pas du marketing et qui n'est pas du greenwashing. Elis, c'est un très bon exemple. C'est une entreprise qu'on connaît très bien. On est actionnaire depuis la cotation en bourse. On est proche d'eux. Et effectivement, je peux dire que cette entreprise fait des efforts. Et ses dirigeants, Xavier Martiré, son président, est engagé et fait un plan de marche qui est crédible et tout à fait louable. Mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui, ces sujets sont souvent portés par des entreprises qui finalement ne sont pas les principaux acteurs du problème. Et quand t'as Total qui est en train de faire un bon exemple, de transformer son mix. Mais c'est un très bon exemple. Alors ça, on pourrait entièrement d'accord. Mais quand on prend l'ensemble de ces secteurs d'industrie lourde, les choses vont pas vite. Alors c'est difficile, mais quand on prend l'acier, le ciment, les mines, les métaux, c'est là. Et je pense que
c'est le rôle des investisseurs et des actionnaires comme nous que de mettre un petit peu la pression et d'engager un dialogue avec ces gens-là. Parce que L'Oréal, qui est une entreprise fabuleuse et soit net zéro en 2050, c'est génial. On est d'accord. Mais c'est Il pas faut ça que ce soit BHP Billiton, quoi. C'est ça que tu dis, Exactement. toi. Et alors, c'est beaucoup plus difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'investisseur responsable, l'ESG, c'est pas un effet de mode chez nous. Tu nous connais, on a démarré en 2001 quand on a créé la société. Je pense que l'étape d'aujourd'hui, c'est pas de se dire, bon, on va un peu tordre les normes, les labels pour pouvoir aller acheter du ciment, etc., parce que c'est quand même en retard boursièrement. C'est pas ça le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on peut accompagner des entreprises qui réellement changent leur modèle économique et réellement prennent ces problèmes à cœur, comme Total. Mais Total, c'est pas le seul, mais c'est quand même pas non plus le reflet de l'industrie pétrolière mondiale. Non. Donc il y a des bonnes volontés, il y a des choses qui progressent, mais pour moi, je voudrais que ça aille plus vite. Voilà. Et c'est ça, je pense, notre rôle demain d'investisseur ESG. Dans le record, donc record de fusion-acquisition, on va finir là-dessus. Donc record historique, 5800 milliards de dollars donc, de transactions, la moitié réalisée par les entreprises qui sont en train de transformer très rapidement leur business model. Est-ce que c'est pas le cœur du truc justement aujourd'hui, ça ? Alors, c'est assez paradoxal parce que les entreprises font du M&A quand les prix sont chers. Ouais. En général, on a envie d'acheter quand c'est pas cher. Et quand c'est pas cher, il n'y a rien qui se passe. Alors ça, Là, c'est pas très nouveau. spectaculaire, hein, vous voyez le On graphique voit le à la graphe. télé, hein, on peut le remettre d'ailleurs. Le record, c'est 2021 et de très très loin, puisque le précédent record de 2007, c'était un peu plus de 4000. Et là, c'est 5800. Ouais. C'est colossal. En 2020, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, j'espère que l'histoire ne va pas se répéter, parce que les 3 précédents pics de M&A, c'était 2000. Principe du cycle. 2000, voilà. On sait ce qui s'est passé en bourse derrière. 2007. Et maintenant, 2021. Ouais. Donc, j'espère que l'histoire... Alors, je vais quand même terminer sur une note un peu plus optimiste. C'est qu'il y a eu un 4e pic, on le voit, je ne sais pas si on le voit sur le graphe, qui était en 2015, qui était... Donc, c'est les 4 années, hein, 2000, 2007, 2015 et 2021. Et post-2015, on a eu quand même 2015-2020 cette très belle performance. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir Le moteur principal de ces mutations, de ce que tu vois, toi, le moteur principal... Donc, les entreprises font la moitié du marché hein, sur ces 5800 milliards de dollars de transactions. Le moteur principal... Et le reste, ça vient d'où, alors ? Ah bah du non-coté, quoi. C'est-à-dire, c'est des... Ah, tu parles des entreprises... Des entreprises qui D'accord. se transforment, oui, qui font de la fusion-acquisition, justement, de la véritable, qui vendent des activités, qui en rachètent d'autres. Est-ce que le climat n'est pas le premier moteur, justement, de ces transformations aujourd'hui ? C'est pas aujourd'hui le premier moteur. C'est Je pas ne le pense premier pas. moteur. C'est... c'en est un, mais c'est pas le principal justificatif du M&A. C'est plutôt, entre guillemets, l'euphorie ambiante, le désir de croître, la pression des banquiers, hein, parce qu'il faut savoir que les banquiers, ils prêtent plus facilement quand ça va bien que quand ça va mal. Je vais peut-être me faire des amis, mais c'est la réalité. Les banquiers d'affaires, hein, qui sont assez frileux en bas de cycle et qui ont plein d'idées de développement stratégique. Et tout cela fait que quand les actifs sont chers, comme en 2021, le marché est quand même bien récupéré. Il y a une accélération massive du M&A. Les bonus seront tels que, je lisais ça, que les banques américaines, parce que c'est elles qui font tout, hein, les banques américaines, il faut le dire d'un mot d'ailleurs, hein, les européennes sont totalement en dehors du marché, qu'on pourrait avoir une nouvelle vague de grandes démissions. C'est-à-dire les gars vont être à ce point goinfrés qu'il n'est pas sûr qu'ils retournent au boulot. Ouais. Je ne comprenais pas le lien entre le bonus et... Ah bah, si, ça va être des... J'avais pas compris non plus le oui, point. Mais... Ils appellent ça les rainmakers, hein, ceux qui font tomber la pluie, là, les rainmakers, les grands spécialistes de M&A, qui vont toucher une telle masse de pognon que Goldman Sachs s'interroge notamment sur le fait de savoir s'ils seront encore au boulot. bonus. Hein ? Diffère de bonus. Voilà, c'est ça, oui. Oui. C'est Pour le la cas dans prochaine l'asset management en France, en tout cas. Ouais. Philippe, un mot là-dessus, mais vraiment un mot, parce qu'on est au bout de cette émission très intéressante, je vous en remercie d'ailleurs. Deux remarques. Effectivement, d'habitude, les périodes de fusion-acquisition sont à la fin du cycle, au moment où l'économie est un peu à bout de souffle et où on cherche des capacités pour satisfaire la demande. C'est ce qu'on voit en 2007, c'est ce qu'on voit en 2000. Effectivement, l'interrogation, c'est 2021. Est-ce qu'on n'est pas au moment du bout de cycle ? La différence avec les périodes précédentes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des liquidités absolument considérables. Les entreprises ont du cash à ne plus savoir qu'en faire. Et effectivement, elles font l'hypothèse que ce cash, utilisé dans des fusions-acquisitions, sera bien plus rentable que de les placer sur des SICAV monétaires qui rapportent rien. Donc c'est cet arbitrage-là aussi qui
qui est intéressant aujourd'hui. Et dernière remarque en une seconde, les banquiers privés qui vont toucher de gros bonus en ont touché aussi toutes ces dernières années, depuis 2015. On a une seconde. Il n'y a pas de... et ils sont toujours là. C'est ça, tu les connais bien, ils en ont jamais assez. Oui, allez, on a une seconde, Émeric. Juste pour dire, parce que pour pas terminer sur une note négative, je pense qu'effectivement 2021 est différent pour deux raisons. On est toujours en phase de reprise économique, après cette crise massive. 2, la dette n'a jamais été aussi peu chère, donc ça fait du sens. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est important. Et 3, ça traduit aussi la bonne santé des entreprises, parce que si on regarde, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est le plus intéressant, l'utilisation du cash des entreprises, qui a de 3 manières. Ça peut être de la croissance organique, c'est ce qu'on préfère en priorité. 2, de la croissance externe. 3, du dividende ou du buyback. Eh bien, ces 3 parts du gâteau sont réparties de manière assez égale depuis pas mal d'années. Et ça n'a pas changé en 21. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40-45% en croissance organique, 25 à 30% en croissance externe, et le solde, donc 30-35% en retour vers les actionnaires, dont 2 tiers via les dividendes, 1 tiers via du buyback. Donc cet équilibre est resté à peu près stable, et ça traduit le fait qu'il y a plus de cash à dépenser. Donc voilà, il faut aussi tempérer ces chiffres ça illustre la bonne santé des entreprises. Les amis, on se retrouve demain. Merci à tous.